Bruxelles, c'est le royaume des lobbies. Il y a Macron qui va littéralement gâcher ta nuit de noces. Ouais. On fait comme ça donc pour commencer. Bonjour Leïla, merci beaucoup d'être là. Je suis très content de t'accueillir dans notre studio de Fakir Télé parce que je te rends la politesse. Tu m'as accueilli il y a 2 mois à Bruxelles. Tu m'as fait visiter le Parlement. Tu m'as accueilli dans ton bureau. On a discuté pour sortir ce livre que j'ai eu le bonheur d'écrire avec toi, Député pirate, comment j'ai infiltré la machine européenne. Tu as voulu faire ce livre pour raconter l'envers du décor. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir écrire ce bouquin et raconter tout ça? Eh ben, merci Cyril, d'abord merci pour l'accueil dans les studios de Fakir. Et oui, moi j'ai eu envie de raconter ce que je fais au Parlement européen depuis 5 ans et surtout ce qui s'y passe. Parce que pour la plupart des gens, ça paraît flou, abstrait, et moi la première d'ailleurs. Et quand je suis arrivée au Parlement européen, pour tout te dire, j'ai pas mal halluciné et c'est ça que je raconte dans mon bouquin. Ouais, d'ailleurs, tu t'attaques tout de suite là-dessus. Tu dis bienvenue à Disneyland. Au début, c'est ça. Tu écarquilles de grands yeux et tu crois pas à tout ce que tu vois parce qu'il y a tout un cérémonial et c'est Disneyland pour toi, quoi. Ouais, je pense que pour toute personne normalement constituée, on hallucine quand on arrive dans le Parlement européen. D'abord, il y a la question du statut. Tout d'un coup, vous êtes Madame la députée. Et il faut savoir qu'au Parlement européen, il y a des badges de différentes couleurs en fonction de qui vous êtes. Et un truc assez marrant, dès que tu arrives dans le Parlement, tu as un vigile devant l'entrée du Parlement qui te dit sortez votre badge s'il vous plaît, comme ça d'un air des fois un peu dur. Dès que tu sors ton badge et qu'il voit que c'est la couleur bleu député, c'est tout de suite bienvenue madame, bienvenue, allez-y. Une espèce de déférence et ça tout de suite, ça te met dans une ambiance assez particulière. On t'explique, alors quand tu arrives au Parlement le premier jour, il y a ce qu'on appelle un welcome village, où tous les députés, c'est la rentrée des classes, sont invités à passer par une espèce de... Alors, je traduis, pardon, c'est un village de bienvenue. Pour Ah ouais, ceux qui ne parlent pas par couramment contre, anglais, ouais. un village de bienvenue. Je vais Voilà. essayer, je vais faire gaffe, parce que forcément, beaucoup de choses se passent en anglais, il y a énormément de mots en anglais. Je vais faire gaffe pendant la durée de notre échange à ne pas utiliser trop d'anglicisme. Et d'ailleurs, c'est un problème, je le raconte, le problème de l'anglais. C'est-à-dire qu'officiellement, au Parlement européen, chacun a le droit d'exercer son mandat dans sa langue. Il y a 27 pays de l'Union européenne. Les Anglais, d'ailleurs, ils sont partis. Hein. Bon, il reste les Irlandais qui parlent anglais. Mais voilà, ça ne devrait pas être en anglais. Hein. Et donc, autant dans toutes les réunions officielles, tu as des interprètes qui traduisent en simultané ce que tu dis dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Tu peux écouter, toi, ce que va dire le tchèque en français. Mais il y a tout un tas de cadres informels où tu es obligé de parler anglais, sans parler des moments dans les réunions officielles où il n'y a pas d'interprétation, et ça, c'est un problème. Et là, je découvre rapidement que nous, les Français, on est les plus nuls d'Europe en anglais. Pas les plus nuls, parce que les Espagnols sont pires que nous, mais dans les plus nuls. Et quand tu dois négocier face à des Danois, des Allemands qui, pour eux, ils parlent anglais comme ils parlent leur langue, hein, eh bien, c'est une question, il y a une inégalité dans l'exercice du mandat. Ils ont un avantage en face. Enfin, un avantage que c'était un problème, mais que j'ai retourné, moi, à mon avantage, finalement, et on le raconte d'ailleurs aussi dans le bouquin. Et alors, tu nous as laissé dans le village de bienvenue, donc. Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, les vigiles, tout d'un coup, deviennent très déférents à ton égard. C'est ça, c'est-à-dire que les vigiles, les huissiers, tout le personnel du Parlement européen, à partir du moment où ils voient ce Graal, ce badge bleu député, tout d'un coup, tout le monde te parle comme si tu étais la reine d'Angleterre. Et dans le village de bienvenue, on t'explique tous les avantages auxquels tu as le droit. Donc alors, tu as l'indemnité de député, tu as les différentes enveloppes pour embaucher des gens, pour tes frais généraux. On te demande de déclarer ton patrimoine. Bon, voilà, c'est quelque chose qui va assez vite sur le moment. On t'offre l'iPad du Parlement. Et tout de suite, en fait, on te met dans une ambiance qui est une espèce de cocon. On te câline, en fait, en quelque sorte. Tu te rends compte que tu es dans le Parlement, en fait, dans le Parlement européen. Alors, c'est un espèce de grand bâtiment. Tu peux passer des journées entières sans avoir à sortir du Parlement parce que tu as évidemment les salles de réunion, hein, mais tu as des restos, des snacks, bureaux de tabac, salles de sport, coiffeurs, supermarchés. Il y a tout pour vivre, en fait, et rester toute la journée à l'intérieur du bâtiment européen et ne pas sortir, en fait. En C'est ça vase qui est fou. clos, en quelque sorte, oui. Déjà, tu es au cœur du quartier européen, donc même si tu sors, tu fais quelques mètres, tu es
dans ce qu'on appelle le triangle institutionnel européen, enfin le quartier européen, il est là physiquement. Hein. Donc tu as les institutions européennes, Conseil, Commission, Parlement, mais tu as également tous les lobbies qui ont leur bureau dans le quartier européen. Ce qu'on appelle la bulle, en fait. Vous appelez ça la bulle européenne. La bulle européenne. Ouais. Et tout de suite, tu as des étoiles dans les yeux. Finalement, en fait, le premier réflexe, c'est pas, on te explique qu'il y a des chauffeurs à ta disposition. Enfin, et à chaque fois, en fait, on te dit, c'est pour que vous travailliez dans de bonnes conditions. Il y a des cafés dans le Parlement, des panneaux dans ces cafés-là. Tu as cité members, donc membres, donc ça veut dire députés, tu fais pas la queue. Les assistants vont faire la queue, mais les députés font pas la queue. Et j'ai demandé, je dis, mais pourquoi il y a une file d'attente, enfin on fait pas la queue quand on est député? Parce que vous avez pas le temps. C'est vrai que les assistants, ils foutent rien, en quelque sorte. Mais, et d'ailleurs, tu racontes que quand tu n'as pas ton badge, on te prend pour une stagiaire et que à l'ascenseur, quand vous attendez l'ascenseur, tout le monde passe devant toi, que personne ne te dit bonjour, que si tu oublies le badge, tu oublies le sésame, quoi. Tu arrives, donc 1h20 rapidement, tu arrives à Bruxelles et puis au Parlement. Et là, tout de suite, le contraste, mais en termes d'ambiance, c'est assez dingue. Ou alors là, voilà, on te déroule le tapis rouge, il y a des moquettes sur certaines entrées où ne peuvent marcher que les députés. Surtout, tu t'aperçois assez vite, tu vas t'apercevoir assez vite que ce monde, ce confort, cette bulle, elle dépolitise. Et même, tu exprimes tes doutes. Tu dis, je vais pas, ça endort ma colère, je ne vais pas réussir à dépasser ça, je ne vais pas réussir à remplir ma fonction de député, parce que tout ça, ça endort la colère finalement. Oui, parce que cette ambiance très courtoise, en fait, finalement, elle se propage à l'ambiance entre les députés eux-mêmes. Le cadre, l'ambiance, l'environnement, l'univers, les huissiers, les moyens mis à ta disposition, le fait qu'on te câline en permanence. Déjà, tu es déconnecté de la réalité. Je me dis rapidement, mais oulala. Si je fais pas gaffe, si je mets pas des garde-fous, eh ben, je vais être noyé dans tout ça. Parce que déjà, je suis déconnecté de la réalité. Je viens pour défendre des travailleurs, je viens pour défendre les citoyens qui m'ont élu, pour défendre les précaires. Mais je suis dans un truc, en fait, où je suis dans Disneyland, encore une fois. Enfin, je suis complètement déconnecté du monde réel. Et puis, en plus, cette ambiance courtoise, tout ça, n'aide pas à être vindicatif. Je me rends compte rapidement qu'il va falloir faire très attention, casser les codes et ne pas me faire avoir par cette ambiance qui peut être, si on n'a pas de colonne vertébrale politique, si on n'y prend pas garde, très plaisante, hein, mais dépolitisante. Mais qui t'endort et qui... Exactement. Qu'est-ce que ça va être le déclic? Qu'est-ce qui va te permettre de te dire... Je sais que dans le bouquin, tu dis j'ai toujours voulu être une bonne élève, mais là, je ne le serai plus. Je vais arrêter. Ouais. Qu'est-ce qui te fait basculer? Comme tu le dis, c'est vrai que donc on arrive, il y a le côté Disneyland et il y a un côté on comprend rien, en fait. Tout paraît très technique. compliqué, tout paraît technique, c'est ça. C'est une autre façon d'endormir d'ailleurs la technicité, parce que je me rends compte rapidement ensuite que c'est instrumentaliser cette technicité pour dépolitiser, encore une fois, pour enlever les enjeux, pour enlever le conflit et le rapport de force. D'ailleurs, tu parles des services juridiques qui disent, chaque fois que vous voulez faire passer quelque chose d'un peu progressiste, qui disent c'est pas possible, les textes ne le permettent pas, c'est pas jouable. Exactement. Les services juridiques, legal service en anglais, c'est toujours, en fait, limite, ils n'avaient pas plus de pouvoir que les députés eux-mêmes. Ils font de la politique, les services juridiques, et ça, au départ, on s'en rend pas compte. Déjà, tu arrives là-dedans, tu dis, alors, je suis parlementaire européen, mais tu comprends, j'ai pas le droit d'écrire les lois. Parce que donc, le Parlement européen, c'est le seul parlement du monde qui n'a pas ce qu'on appelle le droit d'initiative législative. Tu ne peux pas écrire le premier jet des directives. Donc, directive, c'est loi en Europe. Donc, petite parenthèse, à ce moment-là, donc il y a les institutions européennes. Donc, il y a vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours d'institutions européennes, mais juste pour... De toute façon, si c'est trop long, on coupera au montage. Voilà, c'est ça, t'inquiète. Je vais le faire résumer, mais c'est important d'avoir ça en tête. Il y a le Parlement européen, où moi je suis, avec des députés élus. Donc, on fait la loi. On est co-législateur avec le Conseil. Le Conseil, il représente les gouvernements et les États membres. Et il y a en plus, troisième institution, la Commission européenne, avec des commissaires qui sont élus par personne. La Commission qui est la vraie patronne, en fait. Exactement. J'arrive au Parlement, je dis, bah, tiens, je vais faire la loi, je suis parlementaire, j'écris la loi. Et ben, on me dit non, tu n'as pas le droit d'écrire la loi, il faut attendre que la Commission propose la loi. Et qu'il envoie au Parlement et au Conseil. Donc au départ, déjà, il y a ça à comprendre. Et donc, tu te rends compte que pour arriver finalement à manœuvrer, à faire de la politique, il faut faire pression sur la commission, il faut comprendre ensuite les ordres du jour. Et donc, tu arrives dans un truc assez technique. Et donc, moi, je fais la bonne élève. J'ai envie de bien faire mon boulot dans tout ça.
j'ai envie d'être à la hauteur de la responsabilité qui m'est confiée. Donc, j'essaie de faire comme les autres. J'ai un espèce de syndrome de l'imposteur au début en ayant l'impression que, bon, moi je parle mal anglais, je ne comprends pas ce qu'ils se racontent, qu'ils sont tous beaux, tirés à 4 épingles, avec des brushings à les feux de l'amour sortis. Donc tu te sens, tu as l'impression là-dedans de ne pas trop être à ta place, quoi. Moi qui, avant, squattais des immeubles, et puis voilà. N'avait pas grand-chose à voir avec... du moins, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Donc, j'essaie de jouer le jeu. Ce que tu veux dire, c'est que tout ce cérémonial, en fait, y compris dans les costumes, les tailleurs Chanel, ça endort et ça te fait sentir que tu n'es pas à ta place, en fait. Ça me fait sentir que je ne suis pas à ma place, mais du coup, pour être à ma place, j'essaye de bosser 2 fois plus, en fait. Alors, je m'entoure de personnes qui ont fait le Collège d'Europe, qui savent techniquement comment ça marche. J'essaye de bien jouer, de faire la bonne élève, justement. Mais... je me rends compte rapidement que, au contraire, pour arriver à mes fins, pour arriver à faire de la politique, il ne faut pas que je fasse la bonne élève, mais justement tout on va dire mon passé militant, mon passé d'activiste, mon côté terrain, ça peut être un atout, plus que le fait de me déguiser en député. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas ton passé militant, donc tu as été à Jeudi Noir, tu as fait plein d'actions, tu as occupé les locaux, tu as squatté un immeuble avec le droit au logement rue de la Banque, tu as organisé des pique-niques aussi dans les supermarchés pour reprendre un peu sur leur marge. Et c'est ces méthodes-là que tu vas essayer d'importer. Et il y a une scène en particulier dans le bouquin qui sert un peu de déclic, où tu vas reprendre ce costume-là de militante face à toute l'Assemblée européenne. Oui. Et ça fait basculer les choses. Ben oui, en fait, dans les collectifs que tu as cités, la particularité, c'est que pour rendre visible un problème qui n'est pas considéré comme un problème de masse, hein, à l'époque avec Jeudi Noir, le fait que même quand on a un boulot, ben on galère, c'est le parcours du combattant pour avoir un logement, génération précaire, les stagiaires, pareil pour l'emploi, le fait de dénoncer les marges excessives de la grande distribution. Ce qu'on fait, c'est que comme on sait qu'on ne pourra pas avoir accès au levier traditionnel en fait, du mouvement ouvrier, entre guillemets, on fait des actions à pas nombreux, mais qui percutent dans l'opinion et qui permettent de s'imposer dans l'agenda politique. On casse les codes en quelque sorte. Alors à l'époque, je parle de choses qui commencent à dater, hein, mais c'est ça l'idée. Et donc moi, une fois, je suis donc sur la question du logement, je prends un rapport, je me propose poursuivre les négociations sur un rapport sur le logement en commission emploi. Je suis face au Conseil économique et social européen, face à une assemblée de personnes âgées. Personnes âgées, oui. Voilà, en costume. Et on m'a donné 15 minutes. 15 minutes, c'est énorme. À Bruxelles, 15 minutes, hein, on a souvent 1 minute de temps de parole. Là, 15 minutes, c'est énorme, et je dois parler de la crise du logement et de ce qu'on a mis dans le rapport. Et là, donc, je me dis, plutôt que de commencer, alors j'ai fait la bonne élève, hein, mais plutôt que de commencer sur les raisons théoriques qui font que l'Union européenne est un frein pour que les États membres de l'Union européenne aient une politique du logement ambitieuse, je décide de démarrer par mon expérience militante à Jeudi Noir, quand on squattait des immeubles vides pour lutter contre la spéculation immobilière, pour loger des gens. Je raconte tout ça en fait dès le début, et je vois que ça percute en fait. Je vois que les gens lèvent la tête de leur téléphone, qui m'écoutent, alors qu'encore une fois 15 minutes c'est long, c'est immense, et j'ai toujours en plus peur d'ennuyer les gens. Et là tout d'un coup à la fin ils viennent me voir, ils me disent « Ah mais c'est génial, on n'a pas l'habitude d'entendre ça, c'est super ». Et là, tout d'un coup, après cette expérience-là, je me dis, mais en fait, est-ce qu'il faut vraiment que je me déguise en député classique? Est-ce que justement, j'ai pas d'autres atouts dans ma poche, hein? Et tout ce que je voulais cacher, finalement, est-ce que, non, justement, c'est pas des choses qui peuvent me servir à manœuvrer ici? Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait, des militants. Et pour pouvoir atteindre mes objectifs politiques, en fait, plutôt que de le cacher, je vais mettre en avant tout ce que je sais faire et tout ce que je suis, moi, plutôt que de me déguiser en quelque chose que je ne suis pas. Et donc, tu retrouves cet esprit militant, cet esprit combattant, mais à ce moment-là, tu t'aperçois aussi qu'en face, il y a d'autres militants et d'autres combattants, qui sont les lobbies. Tu le racontes très bien dans le bouquin. Moi, j'ai été effaré d'apprendre qu'à Bruxelles, alors, les lobbies sont encadrés à Bruxelles, ils sont inscrits sur un registre, ils peuvent entrer dans le Parlement, ils ont accès quasiment à tout.
Mais j'étais effaré d'apprendre qu'il y a 70 000 lobbyistes pour 700 députés. On est sur un rapport de 1%. Et tu t'aperçois que ça va être compliqué de lutter contre les lobbies aussi. Bruxelles, c'est le royaume des lobbies. Tu as un registre où tu dois t'inscrire. À partir du moment où tu es inscrit, tu as accès à un badge marron. Et donc, avec ton badge marron, tu entres et tu sors comme dans un moulin dans le Parlement européen. Toi, n'importe quel citoyen, s'il veut rentrer dans le Parlement européen, il doit se faire accréditer. Tu sais, quand tu es venu me voir à Bruxelles, donc tu l'as vu, donc il fallait que tu sois accrédité, tu vas au bureau accréditation, il doit y avoir, tu ne peux pas rentrer tout seul. C'est un parcours du combattant, hein. On a passé des heures. On te précise bien que tu n'as pas le droit de te balader tout seul dans les couloirs du Parlement, tu dois être accompagné d'un député. Et ben les lobbies, non, eux, ils rentrent, ils sortent. Il y a, dès que tu arrives sur l'étage principal, des boîtes aux lettres où on a tous nos noms, tous les députés ont leur nom, ils peuvent déposer ce qu'ils veulent. Bien souvent, c'est des anciens assistants parlementaires, donc ils savent où est le bureau un tel. Souvent, ils connaissent mieux les arcanes de Bruxelles et du Parlement que les députés eux-mêmes, surtout ceux qui sont fraîchement élus, quoi. Ah ben oui, quand tu arrives là-dedans, tu comprends rien. Ils savent qu'il y a plus de 700 députés qui ne comprennent rien. Et eux, ils savent qu'à l'ordre du jour de telle prochaine réunion va être inscrit tel sujet. Et donc, ils te l'indiquent, ils ont la gentillesse de te l'indiquer, ils ont la gentillesse de venir t'aider et de te dire, bah, si tu ne comprends rien, tiens, moi, je suis là, je peux t'écrire un amendement. Il y a des tas d'amendements qui sont directement proposés par les lobbies, parce qu'en plus, c'est bien pour la députée de proposer des amendements, ça fait comme ça, ça permet d'avoir un résultat à afficher, dire j'ai déposé tant d'amendements. C'est bon pour les statistiques, quoi. C'est bon pour les statistiques, exactement. Il faut savoir qu'ils sont débordés de travail, les élus, et que finalement les lobbies font leur boulot. Quand tu parlais des amendements, ils leur rédigent les amendements qui leur fournissent clé en main, qu'ils n'ont plus qu'à présenter, et c'est du boulot qu'ils n'ont pas à faire. C'est ça, tu fais bien de souligner, parce que dans le côté aussi, j'essaie de faire la bonne élève au début, rapidement, ton agenda, il se remplit. Et donc, c'est un jeu de Tetris, voilà. L'agenda devient un endroit où tu as des réunions, 1 heure, 1 demi-heure, tout ça. Il y a un petit trou, hop, Florine de mon équipe joue à Tetris pour insérer le carré et faire en sorte que tout soit rempli. Ce qui fait que tu enchaînes rapidement plein de choses dans la journée. Mais ça aussi, c'est facteur de dépolitisation en quelque sorte. Parce que du coup, tu es briefé bien souvent, hein, tu passes d'une réunion avec un syndicat à une rencontre avec des lycéens, à une rencontre avec tel truc, et c'est sur le chemin bien souvent que mon équipe qui m'a préparé une note pour le rendez-vous d'après m'explique les enjeux du truc d'après. Les premières semaines, ça se passe comme ça. Et tu as les lobbies là-dedans qui, eux, donc, savent bien tout ça. Et qui te mâchent le boulot, en fait. Et qui te proposent de te prémâcher le boulot, voilà. Et d'ailleurs, il y a une anecdote incroyable que tu racontes. Le jour où une députée en commission se trompe, je te laisse raconter, mais elle se trompe de feuille, quoi. Oui, une députée une fois en commission, donc on est en commission emploi, et en fait elle se trompe de feuille, elle lit donc un truc qui manifestement a été écrit par un lobby, où elle défend une proposition qui concerne le système de santé américain. Et donc là... On se dit, mais en fait... en gros, le lobbyiste entre deux avions, il lui a filé il lui a filé le mauvais fichier. Il devait être lobbyiste aussi à la fois. À Washington, parce que voilà, c'est ça. Washington, donc c'est le deuxième, c'est avec Bruxelles le plus gros spot de lobbyistes au monde. Et là, elle vient défendre le système ou réformer le système de santé américain. Elle s'en est pas rendu compte. Elle s'en est pas rendu compte. Personne n'a rien dit. Voilà. Mais oui. Et donc finalement, c'est ça qui fait qu'à la fin, tu as des décisions qui sont prises par l'Union européenne et qui sont plus conformes à l'intérêt donc de l'idéologie néolibérale, en fait, de ces multinationales, de ces représentants, de ces lobbies, en fait, finalement. Et donc, ces lobbies, eux, ils sont clairement comme à la maison, chez eux. Et je me rends compte rapidement qu'on dit l'Union européenne est imprégnée de l'idéologie libérale. C'est pour ça que l'Union européenne produit des lois, produit des politiques qui sont en faveur des intérêts des grandes multinationales. Et en fait, moi, je me rends compte que matériellement, il y a une raison très, très, très concrète. Ce n'est pas tant de l'imprégnation de l'idéologie néolibérale, mais c'est parce que les gens qui représentent ces multinationales-là, ces intérêts, ils sont là. Les citoyens, ils ne sont pas là. Et donc, c'est pour ça que moi, je me dis, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, si je veux défendre les gens, il faut que je construise un lobby de ces gens-là. Je veux défendre les travailleurs des plateformes. Il faut que j'utilise mon mandat pour construire en quelque sorte un lobby des travailleurs des plateformes à l'échelle européenne. J'ai appris autre chose aussi d'hallucinant que je ne savais pas en discutant avec toi, c'est qu'on a des grandes multinationales qui sponsorisent carrément des présidences et qui vont
apparaître partout sur les affiches, sur les communications officielles, dans les réunions, lors d'une présidence. Et avec, je me souviens de cet exemple, Coca-Cola qui sponsorisait une réunion de députés pour faire émerger un Nutri-Score européen. Et on a ça partout, tout le temps à Bruxelles. Ouais, la présidence, donc là, c'est le conseil. Si vous vous souvenez, ma leçon de droit européen, d'institutions européennes. Donc le conseil, c'est une des 3 institutions de l'Union européenne, Commission européenne, Parlement, Conseil. Le conseil, ça réunit les États membres, ça représente les États, les 27 États membres de l'Union européenne. Et tous les 6 mois, il y a une présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Et c'est un pays différent qui est président. Et bien, à chaque fois, c'est sponsorisé par des marques. Et donc, on a effectivement Coca-Cola. Donc, tu as le logo de Coca-Cola à côté de toutes les réunions organisées par la présidence. Les lobbies sont vraiment comme chez eux. Tu organises, tu reçois de toute façon quand tu es député tous les jours, mais des tas d'invitations pour des événements qui ont lieu dans le Parlement européen. Parce que les lobbies, s'ils veulent organiser un événement au Parlement européen, il faut qu'il y ait un député qui héberge. Et bien, on va te parler du marché aérien, du secteur aérien, et en fait tu te rends compte en bas que c'est Qatar Airways qui l'organise. Donc tu baignes en fait, dans un environnement qui, si tu n'y prends pas garde, en fait est complètement conforme aux intérêts des lobbies. Et c'est dans ce contexte où tu retrouves ta combativité, tu veux importer des méthodes militantes à Bruxelles, que te tombe dessus le dossier Uber. Tu es contente de l'avoir parce que c'est un sujet qui te tenait à cœur, mais en gros, comment améliorer la condition des travailleurs des plateformes qui sont, on le sait, souvent auto-entrepreneurs, qui n'ont que très peu de droits, qui sont exploités par Uber, par Deliveroo et autres. Oui, c'est-à-dire que moi, donc comme on l'a dit, j'ai milité pendant des années contre la précarité. Et la précarité, qu'est-ce que c'est en fait en termes de contrat de travail, la précarité dans le travail? C'est des dérogations au droit commun. Tu as un statut, normalement, qui est le droit commun, qui est le CDI, qui fait que quand tu donnes des heures dans la journée pour un patron, la contrepartie, ce qui fait que tu n'es pas un esclave, c'est que tu as un contrat, tu as des droits, une protection sociale, qu'il y a des temps de pause, que tu as des congés. Et en fait, toujours, le capitalisme a essayé d'inventer des stratégies de contournement pour ne pas avoir appliqué ces droits-là. Donc ça s'appelle CDD, intérim, stage. Et depuis quelques années, il y a une autre stratégie de contournement qui est, tu n'as même pas de contrat de travail du tout. Tu es indépendant officiellement. Et donc tu as des plateformes numériques qui sont arrivées en Europe et qui ont dit, on travaille, on vous subordonne, mais vous êtes des indépendants. Et j'ai pas à m'embêter avec le droit du travail. Et ça existe partout en Europe. Donc les visages les plus visibles, ça va être les chauffeurs Uber, les livreurs de repas à domicile, qui en fait, pareil, sont censés être indépendants, auto-entrepreneurs, chefs d'entreprise, mais qui en fait ne décident de rien du tout. Et donc c'est une nouvelle façon d'exploiter les gens qui existe, qui se développe partout en Europe, d'abord sur la livraison de repas et le secteur de VTC, et qui se propage dans toute l'économie petit à petit. Et donc il y a un dossier qui arrive à l'Union européenne là-dessus. Il ne suffit pas que le dossier arrive, encore faut-il que les bonnes personnes s'en saisissent et que la commission, qui en fait décide de tout, tu l'as rappelé tout à l'heure, prenne le sujet à bras-le-corps. Ouais. Et là, tu vas te transformer en harceleuse, on peut le dire. Ouais. Il va falloir que tu ailles chercher le commissaire européen à l'emploi et que tu arrives à le convaincre de prendre en main ce dossier Uber et le faire basculer du bon côté, quoi. Oui, donc... et tu vas le rendre fou. Ouais, c'est ça. Moi, au départ, mon objectif, donc, c'est d'avoir une directive pour les droits des travailleurs des plateformes qui oblige les plateformes à appliquer le droit du travail, tout simplement. Donc là, je me dis, alors, directive, je ne peux pas l'écrire, je n'ai pas le droit. Le Parlement n'a pas le droit d'initiative législative. Il faut que ce soit la Commission qui le propose. Donc, je dois, en quelque sorte, faire du lobbying sur la Commission. Commission, c'est qui? Tiens, il y a plusieurs commissaires. Il y a un commissaire à l'emploi, aux affaires sociales. Ce n'est pas le plus important, puisque les commissaires importants, ça va être Margaret Vestager, les commissaires à la concurrence, au marché. Mais moi, il y a une hiérarchie dans les commissaires européens. Officiellement, en gros, concurrence et marché, dans les faits, c'est ça. Voilà, concurrence et marché, c'est au-dessus. C'est bien plus important. Mais moi, si je veux qu'on aborde la question sous l'angle droit du travail, il faut que ce soit Nicolas Schmit. Nicolas Schmit, le commissaire à l'emploi, aux affaires sociales, un luxembourgeois, il faut que ce soit lui qui récupère le portefeuille pour faire une directive pour les travailleurs des plateformes. Donc mon objectif, mon obsession d'abord, c'est Nicolas Schmit, le trouver, le chercher partout,
dès qu'il intervient, donc au départ, tu as des espèces d'auditions dans les commissions emploi où, comme un grand oral, il passe devant les députés. Donc moi, je suis en mono-sujet, je l'interroge. Tiens, directive. Ursula von der Leyen a dit qu'elle allait traiter le dossier. Ursula von der Leyen, présidente de la commission. Est-ce que vous allez faire une directive pour leur donner accès au droit du travail? Dans les couloirs, on me dit, tiens, Nicolas Schmitt, il est à tel endroit, il fait la queue au café, même si je suis à l'autre bout du Parlement, on m'envoie le message, je cours, je vais le chercher. Je le harcèle en quelque sorte pendant plusieurs mois pour qu'il récupère le dossier. Je sens qu'il est un petit peu complexé. Parce que Pourquoi justement, il est complexé? Il est complexé justement parce que, comme tu le disais, c'est pas le plus important des commissaires. Et le plus important des commissaires, ça va être donc ceux qui sont le marché. Et donc, du coup, c'est ça, je le harcèle, mais c'est gentil. Donc, et moi, je lui dis, mais je joue avec ça un petit peu, genre, hey, on nous dit que c'est Margaret Vestager qui récupérerait le dossier, ce serait dommage. Hein. Et puis lui, je me rappelle une fois, donc il me dit en commission emploi, mais vous croyez quoi? Je suis pas un pauvre petit commissaire, tout ça. Donc moi, j'ai besoin qu'il bombe le torse. Et donc, je passe plusieurs mois à insister. Et je sais bien d'ailleurs que, en plus, par des échos qu'on a en interne de la Commission, il y a des rapports de force partout, mais y compris à la Commission européenne. Et de sources de gens qui travaillent dans la direction générale de l'emploi de la Commission européenne, on me dit « ça nous aide que vous mettiez la pression parce que ça aide le commissaire vis-à-vis des autres commissaires plus importants à dire « on me met la pression, donc il faut que ce soit moi qui récupère le truc ». Alors, en face de ça, de ton action finalement de contre-lobbyiste envers la Commission européenne, tu vas te dire, il faut que je casse les codes jusqu'au bout et que je fasse entrer du réel. On vit dans une bulle, il faut qu'on perce cette bulle et que je fasse rentrer des gens, et en l'occurrence les travailleurs, et les travailleurs Uber à Bruxelles, et ça donne des scènes parfois incroyables, quoi. Ça, c'est déterminant. Parce que je me rends bien compte que c'est important de faire le travail au niveau interne, institutionnel, le travail parlementaire de façon classique, de déposer des amendements, mais qu'il faut du contre-lobbying. Si le dossier il est traité comme d'habitude avec uniquement ses lobbyistes, et bien forcément, le résultat il va être concordant avec l'intérêt des lobbies, des plateformes. Donc, il faut qu'il y ait un autre lobby, il faut qu'il y ait les travailleurs qui s'en mêlent. Et donc, j'ai utilisé une bonne partie de mon temps à permettre en quelque sorte l'irruption des travailleurs sur la scène bruxelloise, c'est-à-dire de façon très concrète, il y a des luttes, c'est galère de t'organiser quand tu es un livreur à vélo ou quand tu es un chauffeur VTC. Parce que contrairement à un salarié dans une usine où tu as tes collègues autour, là tu es tout seul, tu as un contrat de travail individuel et tu es physiquement sur ton véhicule tout seul. Pour autant, il y a des collectifs en France, mais pas que en France, qui arrivent à surmonter ces obstacles et à s'organiser. Je décide d'utiliser l'argent du Parlement européen, une des enveloppes financières, qui est dédiée, en fait, une enveloppe financière qui est faite pour fabriquer ce genre de trucs. Alors, en moins beau quand même. Mais des stylos, des goodies. Des goodies, voilà la ligne 400. Et il y a des gens qui ont, mais dans leur bureau, j'ai des collègues, ils ont un supermarché chez eux. Hein. Ils ont des couverts, ils ont, parce que tu dis d'abord, oui, il y a des drapeaux, des casquettes, ils peuvent des t-shirts, des pantalons, des trucs pour mettre tout ça à leur nom. Des gourdes imprimées à avec leur nom. Voilà, c'est ça. Et donc là, on s'aperçoit qu'on peut organiser un événement. Et on décide d'utiliser cet argent-là pour construire le lobby international des travailleurs des plateformes. On fait venir plusieurs fois, donc régulièrement, une centaine de travailleurs, de livreurs à vélo, de chauffeurs VTC venus des 27 pays de l'Union européenne. Ça va vraiment permettre de faire en sorte qu'ils échangent, qu'ils se constituent en force. Alors même qu'ils sont tous isolés, tout d'un coup, ils constituent une force parce qu'ils peuvent se parler, enfin, ils peuvent échanger. Se parler. Et dans le rapport de force face à Uber, Uber n'a pas de problème pour agir à l'échelle européenne, c'est déterminant. Et alors, cette irruption des livreurs, des travailleurs dans le Parlement européen, leur confrontation avec les députés, avec le lobby, ça donne lieu à des scènes étonnantes. On raconte à un moment comment, en fait, tu vas voir un Pikachu géant qui va courir dans les rues de Bruxelles à la recherche, à la poursuite des députés ou des lobbyistes, parce que tu les fais venir et que ça donne des scènes incroyables. Quoi. Ils viennent à Bruxelles. Et à chacune des étapes législatives, donc,
ils sont là, présents. Et il y a notamment une fois, donc, dans les différentes actions qu'on a organisées, dans les différentes actions qu'on organise, il y a la confrontation vis-à-vis des députés, il y a le fait de s'incruster dans les réunions des lobbies qui pensent à chaque fois à amener la bonne parole en expliquant ce qui est bon pour les travailleurs sans aucun travailleur ou avec des faux travailleurs. Et ben on s'inscrit, on leur ramène des travailleurs, des vrais. Et donc là, une fois, donc, Jérémy qui est livreur à Bordeaux, avec qui on travaille beaucoup, sur une idée de Brahim, qui lui est chauffeur VTC à Lille, et qui, en fait, une fois, Brahim m'explique, il me dit, mais moi j'ai l'impression qu'on est des Pokémon, en fait, nous les VTC, parce que moi comme ça, je ne comprends pas, on nous dit va à tel endroit avec telle course, alors que là, je sais que mon voisin... mon collègue qui est dans la voiture à côté, on ne va pas lui proposer la même chose. On a l'impression qu'ils sont dans un bureau comme ça, les gens d'Uber, et qu'ils nous guident comme ça, comme des Pokémon, comme dans le jeu Pokémon. Et donc, du coup, là, ça donne une idée. On se dit, tiens, on va débarquer en Pikachu à Bruxelles. Et donc, les travailleurs... Donc, Jérémy se déguise en Pikachu, donc c'est... On a pour objectif de s'incruster à une réunion des lobbies dans une des étapes importantes du processus législatif. Et donc, tu t'as Jérémy en Pikachu dans le quartier européen, parce qu'on se pointe et en fait, ils ont anticipé notre venue. Donc, ils ont changé le lieu de la changé réunion. le lieu au dernier moment. Dernier moment, ouais. Donc, on cherche, on passe des coups de fil pour essayer de trouver. Donc, tu as Jérémy, les VTC, et donc dans le quartier européen, comme ça, au milieu des gens en costume et tailleur, qui cherchent en vain. Là, le match, il est en place. Il y a la commission... Il y a les travailleurs, il y a ceux qui veulent aider aux droits des travailleurs, il y a les lobbies qui poussent, qui tirent dans le sens inverse de toi. Mais tu vas t'apercevoir qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a un super lobbyiste en fait du beurre qui s'appelle Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il y a un lobbyiste directement qui te met la puce à l'oreille. Tu le reçois dans ton bureau, je crois. Et puis c'est le lobbyiste de Deliveroo. Ouais, le gars, il est... Là, pour le coup, le lobbyiste de Deliveroo, il est moins malin que le lobbyiste d'Uber. Il a moins bossé son dossier. Bon, c'est un Anglais. Il arrive de Londres. Donc, il n'est pas déjà... Voilà, il n'est pas super intégré dans le quartier européen de Bruxelles, manifestement. Et donc, pour le coup, même au niveau style, c'est pas du tout le même. Lui, c'est Ken. C'est bronzage impeccable alors qu'on est au mois de janvier. Brushing, super brushing. C'est, voilà, blond, platine. Tu l'as vu venir de loin, quoi. Ouais, voilà. Et donc, le gars, il passe son temps à me parler de Macron. Et donc, il se dit, j'ai une Française en face de moi. Il se dit pas, il regarde même pas le groupe politique, mais donc, il m'explique, il me dit, Macron, c'est génial ce qu'il fait, Macron, il avait vraiment une très bonne idée, mais dommage, le Conseil constitutionnel l'a retoqué, c'est dommage votre truc là. Mais moi, je vais aller voir toute l'Europe, j'arrête de le faire avec l'accent anglais, je vais aller voir tous les chefs d'État de l'Union européenne pour leur expliquer qu'il faut faire comme Macron. Bon, première fois. Ensuite, j'apprends que, par des collègues néerlandais d'autres pays, que Macron, depuis l'Élysée, il y a une demande, il y a une insistance pour récupérer ce dossier sur les plateformes. Puis, là, il faut savoir qu'on est bien avant les Uber Files. Tout au long du chemin, en fait, il y a Macron. Je vois Macron. Alors moi, je n'avais pas prévu. Enfin, je me bagarre contre Uber. Et on est dans un endroit où il y a 27 pays de l'Union européenne. Bon, je suis souvent la seule Française sur ces sujets. Et toujours, il y a Macron qui revient, Macron. Et petit à petit, je me rends compte, en fait, que le plus grand allié d'Uber, c'est donc le président de la République française. Et quand il y aura les Uber Files en 2022, en fait, ça ne viendra que confirmer ce que moi, je constate déjà depuis 2 ans au Parlement européen. Oui, puis même déjà très, très directement avant, il y a un chapitre qui s'appelle, je crois, la soirée les soirées de l'ambassadeur, où tu te rends à un dîner chez un monsieur qui est en fait l'ambassadeur, un déjeuner qui est en fait l'ambassadeur de France à Bruxelles. C'est un peu ce rôle-là. Et là, tu comprends que la position de la France, elle est pro-Uber, quoi. Je me retrouve chez l'ambassadeur d'Emmanuel Macron, le représentant permanent, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, c'est l'ambassadeur du gouvernement français à l'Union européenne. Là, bon... Déjà, il y a un choc culturel. Il y a un choc culturel, je crois me souvenir. Parce que déjà, il faut savoir que donc, ce monsieur, sa maison, c'est... donc, je lui ai demandé un rendez-vous pour parler du dossier. Un rendez-vous, j'ai demandé un rendez-vous. Il propose un déjeuner. En fait, c'était le piège. Je ne savais pas, mais plus jamais ensuite.
n'acceptez pas, si vous devez négocier un truc important, il ne faut pas accepter un déjeuner, en fait. Déjà parce que c'est pas pratique, on n'a pas, voilà, quand tu es en train de bouffer, c'est moins facile de négocier. Et surtout là, le cadre, en fait, est juste hyper impressionnant. Donc, il m'invite, donc c'est à la fois la résidence, c'est l'ambassade et c'est sa maison. Donc c'est un appart les musée. lustres, le C'est ça. décorum, Mais tout sauf que ça, c'est quoi. chez lui, tu as l'impression que tu es dans son salon, tu es dans sa salle à manger, mais sorte c'est de en même musée, temps la quoi. résidence officielle. Donc, et donc, je suis arrivée à une table, tu sais, il y a le menu comme dans les mariages, écrit sur la table, posé sur la table. C'est des serveurs qui viennent nous apporter à manger. C'est hyper, enfin voilà, le menu est affiché. Tout est super bon, mais même pas le temps d'en profiter parce que il y a des enjeux politiques. Tu as des codes en plus, moi que je maîtrise absolument pas. Je m'aperçois, est-ce que tu sais, donc, enfin oui, tu sais parce qu'on en parle dans le bouquin et on en a parlé ensemble, mais quand s'il y a des gens qui nous regardent et qui vont un jour chez un ambassadeur, donc voilà, je vous donne un petit... Il y en a beaucoup parmi les lecteurs de Fakir qui sont invités chez les jamais. ambassadeurs. Bah oui, et donc quand vous allez chez un ambassadeur, vous avez l'entrée qui arrive d'abord, bon, entrée, plat, dessert, voilà, et vous commencez pas à manger. Il faut attendre que l'ambassadeur vous dise « je vous en prie ». Et là, vous pouvez prendre vos couverts et prendre à manger. Toi, tu étais déjà les couverts en main, prêt à becter. Mais je savais pas, donc du coup, parce qu'en plus, voilà, tu penses au truc que tu as à dire, au message que tu veux faire passer. Donc tu as de l'entrée, bon, bah, tu prends les couverts, et en fait, et là, je vois qu'il me dit « je vous en prie », alors que j'avais déjà commencé à manger. Donc après, par contre, au moment du plat ou au moment du dessert, je sais plus, enfin, quand je m'en suis rendu compte à une étape suivante, par contre, voilà, là, j'avais appris les codes. Mais ouais, donc en fait, tu as encore un truc qui est, je sais pas si c'est pour t'endormir ou t'impressionner, mais en tout cas, moi je me dis, j'aurais été dans une salle, j'aurais été à mon bureau ou n'importe où dans une salle, j'aurais peut-être été plus efficace. Mais en tout cas, en plus, sur le fond, il m'explique tout simplement. Il te fait passer le message là que. Il me fait passer le message, je lui dis, le Parlement européen, là, vous avez vu, on a voté un rapport, d'ailleurs, c'est quelqu'un de chez vous, la rapporteure, et il dit qu'il faut une directive sur une présomption de salariat des travailleurs des plateformes. Le gars me dit, jamais la commission suivra le Parlement là-dessus. Hein. De toute façon, nous, on s'en fout du rapport du Parlement. Ce qui compte, c'est la commission. Je dis, mais c'est quelqu'un de chez vous qui est l'auteur officiel là, qui a signé le rapport. C'est pas important, c'est pas important. De toute façon, nous, c'est pas notre position. Tout, jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, ils feront tout pour éviter que les plateformes doivent appliquer leurs responsabilités d'employeur. Et puis, il y a un moment décisif qui est bizarrement celui de ton mariage. Je crois qu'on est début juillet, c'est ça? Mon mariage, c'est le 9 juillet 2022. Voilà. Et là, il y a Macron qui va littéralement gâcher ta nuit de noces. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mis de loin avec les jumelles pour voir dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là, en fait? Alors non, Macron n'a pas... C'est pas un pervers voyeur, rassure-moi. Mon mari ne m'a pas avoué à ce moment-là qu'en fait, il votait Macron non plus. Ah. Mais donc le 9 juillet, je me marie. Le 10 juillet, Uber Files. Alors, qu'est-ce que c'est les Uber Files? Je rappelle un peu pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Donc, les Uber Files, c'est la fuite de dizaines de milliers de documents qui viennent d'Uber et qui montrent la manière dont Uber a influencé les décideurs politiques et notamment comment Emmanuel Macron a servi de relais à Uber pour qu'il puisse écrire la loi finalement en France et dans les pays européens. Et depuis un moment déjà, pas uniquement quand il était président, mais déjà quand il était au ministère de l'économie en fait. Quand il était au ministère de l'économie, voilà, comment les liens étaient très étroits. Et donc moi le truc c'est que à ce moment-là je me dis mais, parce qu'on te dit c'est une période circonscrite à plusieurs années et passée, je dis mais c'est exactement ce que je constate depuis 2 ans au Parlement européen. Voilà. L'influence de Macron, le fait que Macron soit le principal représentant des intérêts, le principal porte-parole d'Uber, bah, c'est quelque chose que je constate, ça vient confirmer en fait ce que je vois depuis 2 ans. Parce qu'il faut savoir que quand il était au ministère de l'économie, donc c'est ce que révèle les Uber Files, Macron, il sabote tous les ministres, y compris le travail de ses collègues, qui essaient de protéger le modèle social français en empêchant que des Uber, des Deliveroo s'implantent tranquillement en France. Il sabote tout ça, il y a des échanges de textos très clairs avec les lobbyistes d'Uber. Et en fait, ça se prolonge effectivement au Parlement européen. C'est ça. Il aide Uber à s'implanter. Uber, quand ils arrivent en France et en Europe, ça pose problème le modèle social. Parce que justement, le modèle économique d'Uber
est basé sur le fait de bafouer les règles du jeu. Il y a des règles du jeu en Europe qui fait que quand tu veux subordonner quelqu'un, si je veux avoir quelqu'un que je sanctionne, que je contrôle, que je dirige, ok, mais je suis obligé d'appliquer dans toute l'Union européenne le droit du travail. Le droit du travail, si je le fais en France, le droit du travail français, le droit du travail espagnol, si je le fais en Espagne. Je suis obligé de payer des cotisations sociales pour la protection sociale des salariés. Et Uber, eux, ils ne veulent pas de ça. Et donc, ils s'implantent, ils arrivent avec leurs règles, qui sont justement avoir des gens sous leur contrôle, mais sans avoir à respecter la législation en vigueur. Pareil, de la même manière, sur les taxis, il y a un secteur des taxis. Uber arrive, et le secteur des taxis qui est réglementé, ça pose problème à Uber. Et donc, ils arrivent d'abord, et c'est illégal ce qu'ils font. Et tout l'enjeu, c'est comment ils vont être aidés, notamment par Macron, à l'époque ministre de l'économie, puis ensuite président de la France, à faire en sorte que ce qu'ils font et qui est illégal, ça devienne légal. Alors moi, ça me fait doucement rire. Enfin, quand j'entends Macron expliquer qu'il est le représentant de l'Europe qui protège, c'est du flan. Au contraire, là, il y a la possibilité que l'Union européenne, elle avance dans le sens des droits des travailleurs. Il y a la possibilité que l'Union européenne, elle serve à améliorer les droits sociaux. Qui c'est qui s'y oppose? Alors même que la droite est convaincue au Parlement européen, qu'il y a un espèce de consensus et que même les macronistes du Parlement européen sont d'accord. Qui c'est qui s'y oppose? C'est Macron. Et donc, du coup, ton mariage qui devait être une espèce de parenthèse, bon, il s'est bien passé ton mariage quand même, vous êtes mariés au final et tout. Bon, oui. Mais voilà, ce week-end qui devait être une parenthèse enchantée, ben, ça se termine plus vite que prévu. Oui, c'est vrai Branle-bas de combat, il faut repartir à Bruxelles. Et... Bon, on était, franchement, Uberfly, c'est bien, hein, mais ça aurait pu être une semaine après, ça aurait été encore mieux. C'est vrai que quand, sur le coup, la première réaction, enfin j'avoue, la première réaction, c'est surtout mon équipe donc, qui était là au mariage, qui se dit, le lendemain midi, bon voilà, t'as la gueule de bois. Elle dit, oh non, pas aujourd'hui, parce que forcément, oui, il faut partir au combat. Et en fait, ça nous fait des arguments, finalement. On est en pleine, on va démarrer les négociations à ce moment-là au Parlement européen sur la directive plateforme. Et du coup, moi, je m'en sers comme argument, en fait, de dire, là, 3 jours après, je me rappelle de cette réunion de la commission emploi affaires sociales, où il y a encore une députée qui récite comme un perroquet les arguments d'Hubert, quoi. C'est même pas ce qu'elle dit. Et moi, de dire, maintenant, regardez, on a une responsabilité, il faut qu'on montre que le Parlement européen agisse non pas sous l'influence d'Hubert, mais de façon indépendante. Maintenant, ces révélations-là, ces Uber Files, on doit prouver justement que nous, on fait les choses de façon impartiale. Et puis de toute façon, voilà, cette histoire, ça raconte aussi que c'est une lutte permanente, c'est une lutte qui va durer, on va pas tout raconter parce qu'il faudra le lire. Donc dans le livre qui est déjà en librairie, mais c'est une lutte au pied à pied, au corps à corps, physique même parfois, où on raconte des choses dans le livre où tu as des députés convaincus par les lobbies qui vont aller poursuivre d'autres députés, des députés femmes qui vont dans les toilettes pour aller chercher les commissaires ou les députés. C'est assez impressionnant. Oui, parce que en fait, c'est une lutte politique et il y a beaucoup de facteurs et c'est des humains qui font tout ça, qui négocient. Mais tout ça, en fait, c'est long. C'est vrai que c'est toujours le problème. L'Union européenne, une directive ne se fait pas comme ça. Le processus est beaucoup trop long, hein, de mon point de vue. Parce qu'il y a urgence en attendant. La situation là, des travailleurs, elle ne devrait pas attendre toutes ces années de processus législatif. Et c'est en permanence du rapport de force. C'est-à-dire que tu penses avoir perdu, hop, tu remobilises, tu permets au lobby populaire des travailleurs de faire irruption, de mettre la pression, et bien en fait ça marche, c'est efficace, ça contrebalance les choses, c'est utile. Mais juste après finalement, vengeance, les lobbies se remettent à l'offensive, ils ne l'avaient pas vu venir, ils sont bien dégoûtés de s'être fait avoir, et hop, ils reprennent l'avantage. C'est en permanence un rapport de force, on pense avoir perdu, on se bat, on gagne, on pense avoir gagné, et bien malheureusement en fait, tout d'un coup ils sont plus puissants que nous. On sait qu'aux États-Unis, Uber, ils ont mis 200 millions de dollars en Californie, pour détricoter une loi. On sait que jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que la directive elle sera promulguée, et voire après, ils feront tout pour ne pas avoir à respecter la loi. Ils sont prêts pour ça à mettre des millions. Mais ce qu'on a montré, en fait, c'est que les choses ne sont pas perdues et que le rapport de force, nous, on peut le gagner, pas avec leur méthode, mais justement en sortant des cases dans lesquelles on voudrait nous mettre habituellement. Et c'est ça qu'on raconte dans le bouquin aussi. On a essayé de le raconter de manière vivante et parfois drôle même. Oui, mais grâce au super talent d'écriture de Cyril Pocréo. Mais
Mais derrière, il y a quand même des enjeux. Pourquoi c'est important finalement tout ça, de raconter l'envers du décor et de raconter les rapports de force qui existent? Pourquoi c'était important de le raconter tout ça? Moi, je trouve que c'est important parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe et c'est justement parce que les citoyens ne s'en mêlent pas qu'il peut se passer ce genre de choses. À partir du moment où on met la lumière sur tout ça, à partir du moment où on fait rentrer les gens, les citoyens, et bien tout d'un coup, les lobbies, la place des lobbies, le pouvoir des lobbies, elle a beaucoup moins d'importance. Et en fait, il y a des élections européennes dans quelques mois. C'est une élection où les gens se déplacent le moins pour aller voter parce qu'on se dit que à quoi bon, à quoi ça sert, Bruxelles, C'est loin, qu'est-ce qui se passe, ouais. on ne sait pas, c'est loin. Et il y a des décisions qui sont prises là-bas qui ensuite vont s'appliquer dans tous les pays de l'Union européenne, qui vont s'appliquer en France. Ce qui se passe là-bas, ça va être déterminant ensuite. Et je pense que si nous, on ne s'en mêle pas, si on n'y va pas, il y en a d'autres par contre qui s'en mêlent. Moi, dans l'hémicycle, là, en ce moment, depuis 2019, je suis assise tout à gauche, parce que mon groupe il est le plus à gauche du Parlement. Juste en face, il y a 2 groupes d'extrême droite. Ils sont très nombreux, ils sont plus nombreux que nous, hein, on est. Et ben, ils seront probablement encore plus nombreux la prochaine fois. Et si nous, on ne prend pas notre place ici, si on ne fait pas intervenir les gens, si on ne fait pas en sorte que les citoyens s'en mêlent, on déroule le tapis rouge à l'inverse, à l'extrême droite. On voit qu'en Europe, il y a plein de pays, il y a l'Italie, il y a la Suède, il y a les Pays-Bas dernièrement. Les pays, petit à petit, tombent tous sous l'escarcelle de l'extrême droite. La seule alternative qu'on peut construire à ce pouvoir néolibéral qui creuse les inégalités, c'est de faire en sorte que les gens ils se réapproprient la politique, ils se réapproprient les décisions qui sont prises là-bas parce que ça les concerne au quotidien. Mais super, merci beaucoup Leïla. Merci beaucoup d'être à toi, venue Cyril, nous d'avoir bien voir. voulu me suivre sur ce projet. Mais ce fut un plaisir. Et donc, le bouquin, je rappelle, ça s'appelle « Député pirate, comment j'ai infiltré la machine européenne ». Il est déjà dans les librairies, vous pouvez le commander. Il est aussi sur le site de Fakir. Vous êtes dessus probablement. 12 N'hésitez €. pas à aller le voir. 12 €, honnêtement, ça les vaut. Chez Les Liens qui Libèrent. Les Liens qui Libèrent. On a oublié de citer cette excellente maison d'édition. À bientôt. Et puis nous, on se retrouve bientôt, enfin bientôt ou pas, pour un nouveau Fakir TV. Merci Fakir Télé. À bientôt.